On est très heureux d'accueillir Alain et aussi, je remercie beaucoup les trois étudiants qui vont animer la soirée. Donc Louis qui va introduire et puis co-animer ensuite avec Marion et Benjamin. On les remercie parce que c'est un gros travail de préparation. Et puis, je remercie beaucoup Alain Grandjean qui a passé l'après-midi avec des professeurs d'HEC, première série, pour expliquer non pas comment tout ça va collapser et l'effondrement, mais comment les entreprises aujourd'hui peuvent véritablement faire une différence et jouer un rôle majeur sur ce sujet qui est quand même très important, qui va impacter votre vie, qui est celui du climat. Puis il a passé également 1 heure avec le comité de direction pour nous challenger sur notre politique sur le sujet, sur comment on aborde, comment on intègre ces sujets de climat, mais aussi de biodiversité, etc., dans la recherche et dans l'enseignement d'HEC. Donc un grand merci à Alain. Où est-ce qu'il est, Alain? Il est là. pour tout ce temps passé avec nous, voilà, pour voir quel rôle une école comme HEC a à jouer sur des sujets aussi importants. Et puis, merci encore de passer ce temps avec nous, avec vous ce soir. Je laisse la parole à Louis. Nous allons devoir inventer de nouvelles manières de faire et de vivre sur tous les plans. Une vérité écrite sur le ton du choc, une vérité qui est autant acceptée que peu traduite dans les faits. Alain Grandjean, peut-on dire qu'entre 2013, date à laquelle vous écriviez ces mots dans un article de votre blog, et aujourd'hui, les choses aient vraiment changé? Avons-nous inventé ce qu'il y a de si urgent à mettre en place aujourd'hui? Malheureusement, les COP se succèdent selon moi et se ressemblent toutes. De belles promesses qui ne sont pas tenues, et la COP 25, qui a débuté lundi à Madrid, ne fera sûrement pas exception. Sur votre blog, Chronique de l'Anthropocène, vous développez en profondeur votre pensée à l'intersection de vos thèmes de prédilection, l'économie et l'écologie. Deux thèmes que l'on peut parfois opposer et que vous tâchez de réconcilier. Mais avons-nous vraiment le choix en fait? Je ne le pense pas, car l'Anthropocène est là, qu'on le veuille ou non, et nous devons tous regarder devant nous. Cette période géologique que Claude Lorius a théorisée serait celle où l'humanité devient le facteur déterminant des modifications de la biosphère, une espèce qui les gouverne toutes. Face à ce constat, Lorius nous laisse le choix. Serons-nous les protecteurs de la Terre ou les spectateurs impuissants de notre toute-puissance, gardiens ou fossoyeurs de notre monde? Les deux en même temps, j'en ai bien peur. Dans cette opposition manichéenne, volontairement simplificatrice, vous êtes sans aucun doute un gardien qui agit pour que nous puissions tous devenir des acteurs d'une transition qui peut parfois nous échapper. Votre but, contribuer à limiter autant que vous le pouvez la casse inévitable liée à la frénésie de l'activité humaine. Autrement dit, ne pas laisser à nos enfants un monde invivable. Votre méthode, détruire les dogmes qui s'imposent partout comme des vérités et sur lesquels le capitalisme financier appuie sa légitimité. Il y a urgence. Le problème est que nous faisons face à deux effondrements, comme Jared Diamond l'a souligné. L'un qui menace notre vie à long terme, l'autre notre confort à court terme. D'un côté, il y a donc l'effondrement écologique, l'effondrement de la biodiversité que marque l'entrée de notre planète dans une ère géologique dont nous sommes les premiers artisans. Évitons cela alors, soyons gardiens plutôt que fossoyeurs. Or, pour stopper ce dérèglement massif, il nous faudrait réduire considérablement et immédiatement notre consommation d'énergie fossile. Mais en le faisant, nous provoquerions un effondrement économique, l'autre effondrement, pour lequel la société mondialisée n'est absolument pas préparée. Le piège se referme sur nous, retors, car actuellement l'humanité n'a jamais vécu aussi confortablement. Face à ce constat hallucinant, écrasant, vous pensez que le fatalisme est aussi dangereux que le déni. Il faut agir pour résister au pire, même si celui-ci n'arrive pas. À quoi bon faire autre chose de toute façon? Alors on s'indigne, on résiste, on milite, mais à mesure que la majorité de la population est convaincue de la réalité du changement climatique, un noyau dur de résistance émerge et se radicalise. Ce même noyau qui refuse obstinément de vouloir changer ses habitudes. La guerre idéologique est déclarée et chaque camp est persuadé que l'autre est une bande d'arriérés, ou pire, de communistes. Mais assez parlé pour moi, qui, à part s'énerver contre ses potes, ne fait pas grand-chose pour faire changer les choses. Parlons plutôt de vous, vous qui agissez entre deux mondes, pour faire valoir vos idées. Deux mondes qui sont encore, une fois, difficiles à réconcilier aujourd'hui. Le monde du privé et le monde du public.
Car oui, Alain Grandjean, vous avez deux casquettes. D'un côté, vous êtes le cofondateur avec Jean-Marc Jancovici du premier cabinet spécialisé de conseil, spécialisé sur la transition énergétique et le développement durable, Carbone 4. De l'autre, vous êtes le président, depuis cette année, de la fondation Nicolas Hulot, qui œuvre pour faire changer les mentalités depuis presque 30 ans. Ma première question vous concernant est donc de savoir pourquoi vous avez choisi d'aller dans ces deux directions. Pourquoi cet équilibre de carrière? En voyant Nicolas Hulot démissionner et quitter la sphère politique exécutive après s'être observé se satisfaire de petits pas, en voyant un ancien président qui était là hier soir prendre presque à la rigolade l'enjeu écologique, en voyant un capitalisme financier hyper concurrentiel qui force même une entreprise qui aurait de vraies valeurs, de vraies convictions environnementales, à devoir s'en détourner, au moins en partie, pour ne pas risquer de disparaître. En voyant tout cela, peut-on encore se permettre de ne pas être radical, de choisir la voie de la réforme plutôt que celle de la révolution? Après une décennie perdue pour l'action climatique, selon les mots de l'ONU, ne reste-t-il pas seulement la radicalité, à l'instar d'Extinction Rébellion, pour se faire entendre aujourd'hui? Seriez-vous d'ailleurs prêt à les rejoindre? Entre le privé, le public, le politique et l'économique, le militantisme et l'entrisme, quel équilibre est le vôtre et comment l'avez-vous trouvé? Mais c'est un autre équilibre qui me laisse perplexe vous concernant. Un autre équilibre peut-être encore plus profond. Il concerne l'espoir. Car oui, Alain Grandjean, ce qui vous a rendu particulièrement sympathique à mes yeux, c'est que de l'espoir, vous en avez, beaucoup. Vous êtes même optimiste. Vous croyez à l'effondrement, mais avec optimisme, sans catastrophisme. Vous croyez à l'effondrement. Vous gardez espoir dans notre capacité collective à sortir du capitalisme financier, à réussir à intégrer la nature et ses bienfaits dans notre comptabilité, à enfin arrêter de courir derrière la croissance et le PIB. La question que je me pose donc, c'est de savoir si votre optimisme est plus une posture ou une conviction. Car après l'échec du catastrophisme écologique comme méthode de sensibilisation et de mobilisation, le choix de l'optimisme est clairement délibéré. Il n'est plus l'heure d'accabler le vilain consommateur de Nutella. Il est l'heure de le faire rêver d'une pâte à tartiner qui respecte le gentil orang-outan d'Indonésie. Or, face à la catastrophe, l'optimisme est-il vraiment tenable? Évitez le fatalisme sans tomber dans le déni. En vous lisant, je n'ai pas réussi à trouver cette zone d'équilibre. Cette notion d'équilibre revient donc encore et toujours quand je m'attarde sur votre pensée. Allez, encore un autre qui me questionne. Êtes-vous idéaliste ou réaliste? En tout cas, vous prenez avec réalisme des idées que plus d'un dans cette salle qualifierait d'idéalistes, voire de naïves. La plus marquante et la plus centrale, selon moi, est votre point de vue sur la forme actuelle du capitalisme financier. J'ai clairement l'impression que vous ne l'aimez pas trop, mais je n'arrive pas à savoir si vous voulez vraiment la quitter. Notre défi, selon vous, est de passer d'un monde économique où l'indicateur clé est l'augmentation du PIB à un monde où l'indicateur clé serait la prospérité, en acceptant l'inévitable subjectivité du concept. Nous ne le rêverons que si cette mutation s'opère de manière équitable, si les plus riches font beaucoup plus d'efforts de réduction de leur train de vie que les plus démunis. Plus vraiment capitaliste, du coup? Encore réaliste? Ça, je ne sais pas. Il nous faudrait construire un nouveau récit, remplacer le consumérisme par un nouvel horizon porteur de sens, condition nécessaire pour que des sociétés habituées à un confort sans précédent acceptent de s'en détourner. Est-il naïf de penser qu'on puisse sortir du capitalisme? Est-il réaliste de penser que le capitalisme puisse nous permettre d'éviter la catastrophe? Voilà, plein de questions qui, moi, me passionnent, et j'espère que vous aurez l'occasion d'y répondre ce soir. Sur ce, je vous souhaite une bonne conférence à toutes et à tous. Merci. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Bon, bonsoir, merci de cette très belle introduction. Je ne vais pas du tout répondre à vos questions, là. Je vais faire ma presse, puis après je vais la faire tellement longue qu'il n'y aura aucune question, et donc je n'aurai pas le temps de répondre à ces questions. Ils sont très, très désagréables. Alors, j'ai effectivement... votre jeune collègue a pris le temps de lire quelques chroniques que j'ai écrites dans un blog qui s'appelle Les Chroniques de l'Anthropocène. Et donc il a pris des extraits et je reconnais que c'est tout à fait ce que j'ai écrit, il n'y a pas de problème, il n'a pas fait de transformation. Alors pourquoi l'Anthropocène? Il vient de l'expliquer. C'est sûr que pour vous tout à l'heure, dans une demi-heure, si vous n'êtes pas déjà convaincu qu'on est dans l'Anthropocène et que ça pose des questions massives, c'est que je n'aurais pas réussi à faire le boulot. Je prends le sujet ce soir sous l'angle principalement climatique, principalement pour des questions de temps. On ne peut pas tout expliquer en une demi-heure. Et deuxièmement, pour des questions de professionnalisme, c'est-à-dire qu'à titre personnel et professionnel, donc je dirige avec deux associés Carbone 4, et donc on passe énormément de temps avec les entreprises sur les questions climatiques, donc c'est les questions que je connais de loin le mieux. Alors on a un problème avec la ZAPET, donc j'espère que ça va y aller. Donc ensuite,
Voilà. Donc ça, c'est donc je vais vous donner quelques éléments d'information, puis après on discutera. Hein. C'était une plaisanterie, mon histoire, donc on discutera. Mais pour discuter, il faut quand même avoir un peu les bases. Donc là, c'est quelques idées simples sur la question du climat. Vous voyez l'augmentation de la température moyenne planétaire qui est ici. Donc c'est très documenté. On a pris 1 degré d'augmentation de la température moyenne planétaire depuis l'ère pré-industrielle. Ce qui sépare la glaciation, la dernière glaciation de notre période actuelle, c'est 5 degrés. Donc 1 degré, c'est beaucoup. Et quand on vous dit, si on continue cette tendance-là, on arrive avec une augmentation moyenne planétaire de 3, 4, peut-être 5 degrés à 2100, ça veut dire qu'on fait subir à la planète, en un siècle, une amplitude de variation qui est normalement de 10 000 ans, ou un peu plus. Donc c'est effectivement un choc absolument massif. La bonne nouvelle, je crois, c'est qu'on sait exactement, donc je vais vous faire un cours d'optimisme face à l'effondrement fatal, c'est que la bonne nouvelle, c'est on sait exactement pourquoi ce réchauffement. On sait que c'est lié aux émissions de gaz à effet de serre. Donc là, vous avez un joli petit graphique à droite, et vous voyez en orange, c'est l'origine, les 2 tiers des émissions de gaz à effet de serre sont d'origine fossile, donc c'est du charbon, du gaz, du pétrole qu'on brûle pour effectivement notre confort. C'est les 2 tiers. Le reste, c'est essentiellement du bois quand on déforeste, ça dégage du CO2, la biomasse, et puis du méthane, dont on parlera peut-être rapidement, en jaune. On va passer au slide suivant. Ça, c'est juste un petit rappel. Pour vivre, nous avons besoin d'énergie, et dans le monde entier, plus de 80% des sources d'énergie qu'on utilise sont d'origine fossile. Hein. Donc à la fois les énergies fossiles sont la source principale, majoritaire des émissions de gaz à effet de serre, et à la fois c'est ce qui fait notre vie. C'est très très compliqué de se passer d'énergie. Là ce soir vous n'avez qu'à regarder l'ensemble des objets qui consomment de l'énergie. Juste un tout petit point, une toute petite remarque d'une demi-seconde. Contrairement à ce qu'on croit, le charbon n'est pas du tout une énergie du passé. Il y a encore beaucoup de charbon qui s'installe dans le monde. Et le charbon est de très loin la source d'énergie fossile la plus polluante. Donc on va essayer de passer à la suite. La troisième information un peu basique, hein, c'est que nous ne sommes pas du tout sur un scénario qui permettrait de stabiliser la température moyenne planétaire conformément à l'accord de Paris de 2015. L'accord de Paris dit que l'humanité, donc tous les pays étaient représentés à peu près, s'engagent pour que cette augmentation de température moyenne planétaire soit limitée à 2 degrés d'ici la fin de ce siècle. On n'y est pas. C'est un peu paradoxal puisqu'il y a vraiment eu un accord sur ce sujet-là. Et on est donc sur la trajectoire que vous voyez ici, la trajectoire jaune ou orange. INDC, c'est les engagements qui ont été pris pays par pays au moment de la COP de Paris. Donc vous voyez qu'il nous amène quelque part autour d'une augmentation de 3 degrés, un peu plus, enfin, ça dépend de comment on calcule. Le business as usual, c'est le rouge, c'est plutôt 3-4, voire un peu plus en 2005. Et pour arriver sur les trajectoires de l'accord de Paris, 2 degrés, c'est la courbe bleue. Et si on veut être significativement en dessous de 2 degrés, qui est aussi une des phrases de l'accord de Paris, c'est la courbe verte. Ces courbes-là supposent de plafonner puis réduire nos émissions de gaz à effet de serre maintenant, 2020. Je n'ai pas insisté sur le slide précédent sur le fait qu'aujourd'hui elles croissent en gros de 1,5% par an en ce moment. On va continuer. Je ne veux pas vous faire un cours de catastrophisme non éclairé ce soir, et donc je vais juste vous dire une information un tout petit peu désagréable sur les conséquences d'un scénario à 3, 4, 5 degrés. Hein. Là, vous voyez deux cartes qui sont donc sorties d'une revue scientifique très très sérieuse, dans lesquelles vous avez le nombre de jours de 0, il n'y a aucun jour rouge très foncé toute l'année, où les conditions de température et d'humidité sont invivables pour le corps humain. Vous ne savez peut-être pas, mais je vais vous l'apprendre, que s'il fait très chaud mais très sec, vous allez survivre, mais s'il fait simultanément très chaud et très humide, votre corps ne résiste pas. Donc vous voyez les cartes, donc deux informations. Un, il faut prendre très très au sérieux ce qui se passerait si on était sur
tendance, très au sérieux. Ça veut dire qu'on a des milliards d'êtres humains qui vivent dans des conditions invivables, au sens strict, donc ils ne survivront pas. L'autre information de ce couple de cartes, c'est que si on est dans un scénario où la température moyenne planétaire est limitée en augmentation à 2 degrés, il reste des zones où ça ne se passe pas très bien. Donc, grosso modo, ce que ça veut dire, c'est qu'on est déjà embarqué dans un changement climatique on sait déjà que ça a des conséquences un peu significatives sur toute une série d'habitants de la planète. Vous savez aussi sans doute que cette zone-là, centrale, tropicale, c'est une des zones où la croissance démographique est la plus importante. Donc il y a des centaines de millions de personnes qui vivent et des centaines de millions de personnes qui vont naître dans les années qui viennent. On continue. Qu'est-ce qu'il s'agit de faire? Alors est-ce qu'il s'agit de couper la tête à tous les capitalistes? Est-ce qu'il s'agit de réformer massivement le capitalisme financier? On répondra à ça dans le débat, mais en tout cas, ce qui est très très clair dans ma tête, et pas que dans la mienne, c'est que le but du jeu, c'est de transformer massivement notre modèle économique. Pourquoi il faut le transformer massivement? Parce qu'aujourd'hui, notre économie, elle est quand même de tendance minière. Je fais des trous, je sors toute une série de produits que je transforme pour faire des chaises, un micro, une bouteille de verre, une télé. Et puis ensuite, je jette les déchets, c'est comme ça que ça se passe. Donc c'est pas du tout comme ça que ça se passe dans la nature. Et le but, le challenge du XXIe siècle, c'est clairement d'arriver à boucler les flux et de transformer notre manière de voir et de faire l'économie. Donc vous êtes des jeunes, c'est ça que vous allez avoir à faire. Et si vous ne savez pas ça, vous risquez de faire beaucoup d'erreurs de management et de gestion dans vos prochaines années. Les leviers pour faire ça sont très nombreux. Vous entendez parler à peu près tous les matins, enfin en tout cas on en parlait sans arrêt de la taxe carbone, donc c'est un levier fiscal. Il y a bien d'autres leviers, il y a des leviers de gouvernance. On peut appeler un chat, les gouvernements doivent faire des exercices qui se ressemblent à la planification, c'est-à-dire vers où on doit aller, quels sont les secteurs qui vont subir des mutations très fortes, un certain nombre de choix qu'il faut faire. Parce qu'il y a beaucoup de cohérence à avoir. Donc je prends un exemple très concret. Si vous dites dans 20-30 ans, il n'y a plus de bagnole thermique, bah oui, donc sauf que les gens ont quand même envie de se déplacer. Donc il faut des pistes cyclables pour le vélo, il faut des batteries de recharge pour les voitures électriques, il faut des industries qui arrivent à faire les voitures électriques, il faut des industries de batteries. Enfin, il y a tout un tas de trucs à coordonner. Il y a assez peu de chances que tout seul, très spontanément, le marché réussisse à coordonner tout ça. Et il y a encore moins de chances que l'État sans le marché y arrive. Donc peut-être qu'un des débuts de réponse à votre question, c'est oui, je crois que ceci, c'est la base de la réussite, c'est l'intégration publique et privée. C'est pour ça que je n'ai pas de problème à avoir une petite tête dans une ONG et une petite tête dans une boîte privée. Science et technologie, un tout petit mot là-dessus, c'est évident pour moi et je pense pour vous qu'on a besoin de science et technologie. Je suis très content qu'il y ait beaucoup de jeunes qui se motivent sur des questions de permaculture, d'agriculture, d'agroforesterie. Tout ça, c'est très important pour toute une série de raisons pour la développer. Mais on n'échappera pas aussi à faire bouger nos machines pour une raison relativement simple, c'est que les émissions de CO2 dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est pas nous en soufflant qui les faisons, c'est nos machines. Donc il va falloir quand même rendre nos machines propres. Et donc ça suppose de faire évoluer nos technologies et ça ne sera pas comme ça demandera beaucoup d'efforts, d'invention et d'innovation. Là aussi, ça fera partie de vos responsabilités et de votre job. L'aménagement du territoire, un mot d'une demi-seconde pour comprendre à quel point c'est important. Si vous avez une bonne représentation en tête du mode d'aménagement américain, donc très étalé, vous comprenez assez bien que ce mode-là, il est très consommateur d'énergie. Si vous avez une représentation d'un autre modèle d'aménagement du territoire et d'urbanisme plus concentré, vous voyez peut-être que vous voyez qu'il consomme moins d'énergie. Donc c'est vraiment très déterminant. Deuxièmement, aujourd'hui, dans les questions de transition écologique et de transformation de nos modèles, il y a un énorme problème de justice et d'injustice spatiale. Et donc on n'arrivera pas à cette transition si on ne tient pas compte de ces questions d'aménagement du territoire. Dernier point, les actions individuelles et collectives. Les entreprises on va en parler dans 2 minutes, sont appelées et le font de plus en plus à se développer dans le sens que je suis en train de signaler ici, de flécher, on va dire ça comme ça. Vous, chacun d'entre vous, a des marges de manœuvre très significatives et donc le débat
qui consiste à dire moi j'ai aucune marge de manœuvre, c'est à l'État de faire, ou l'État qui dirait c'est aux ménages de faire, ou les ménages qui diraient c'est aux entreprises de faire, tout ça est complètement stérile. C'est très très clair que chacun a sa part à faire. Et si vous voulez savoir qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue quantitatif, il y a une très jolie publication de Carbone 4 qui s'appelle Faire sa part, je vous la recommande. On va passer au suivant. Là, c'est une vision un tout petit peu synthétique, c'est pour vous donner un tout petit peu d'idée de ce que ça veut dire, tout ce que je dis d'un point de vue concret. Donc il y a une petite image à votre droite, qui est le coup de fourchette. Donc c'est impossible de réussir cette fameuse transition bas carbone si on ne réduit pas au niveau mondial l'alimentation d'origine carnée. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a besoin que tous les humains soient végétariens. Je ne vous demande pas d'être vegan demain matin, c'est pas du tout mon problème. D'ailleurs, moi je ne le suis pas non plus. Simplement, il y a un sujet qui est que l'augmentation des émissions de méthane sont liées très massivement au régime alimentaire. Donc il faut faire évoluer ces régimes alimentaires. Donc dans la modification du comportement d'ailleurs, et dans la faire sa part, c'est un des enjeux les plus significatifs qu'on peut choper assez vite. C'est plus facile pour nous qui avons un régime un peu trop carné que pour d'autres qui manquent de nourriture. Hein. Donc évidemment là aussi il y a des énormes enjeux mondiaux sur ça. Les quatre autres piliers, excusez-moi, sont issus d'une étude de la Banque mondiale où vous voyez en gros les sujets. Il y a un sujet efficacité énergétique, il n'y a aucun scénario compatible avec une trajectoire de degrés qui soit pas telle qu'on économise très fortement l'énergie dans les pays occidentaux. Il y a évidemment des pays comme le Yémen ou plein de pays subsahariens qui ont besoin d'énergie. Donc eux vont faire croître leur consommation d'énergie, mais du coup pour laisser un peu d'espace, il va falloir que nos pays et nous-mêmes on soit très actifs sur l'économie d'énergie. Il y a un enjeu d'électrification des modes de consommation d'énergie et de réduction du poids carbone de cette électricité. En France, on a une électricité assez bas carbone, même très bas carbone. Dans le monde entier, c'est beaucoup plus élevé, donc il y a besoin de faire muter ça. Il y a beaucoup de pays où c'est le charbon qui est la source principale d'électricité. Il va falloir que ça bouge très fortement. C'est pas qu'un problème de Chine ou d'Amérique, hein, c'est aussi un problème en Europe de l'Est. Il va falloir aussi augmenter l'électrification pour une raison extrêmement simple, c'est que c'est très très compliqué de remplacer le liquide qui est le pétrole par un liquide qui soit bas carbone. C'est très compliqué. On pense aux biocarburants, en réalité, il n'y a pas beaucoup de place pour les biocarburants. Il y en a peut-être un peu dans le monde de l'aviation, mais globalement, ça ne va pas du tout le faire. Et comme on ne sait pas faire ça, ce qu'il va falloir faire, c'est utiliser un peu plus d'électricité dans le mix. Aujourd'hui, il y a moins de 20% de l'énergie finale qui est utilisée, qui passe par de l'électricité, 80% qui est donc non électrique. Dans les scénarios à 2050, on voit cette perte de 20% passer à plus de 50%. Dernier point, la petite verdure, pour arriver à un scénario 2 degrés, il va falloir développer ce qu'on appelle les puits, donc la capacité de stockage des écosystèmes. Et donc aujourd'hui, il y a un gros enjeu de stopper la déforestation. Donc vous-même, vous pouvez participer à toute une série d'actions stop la déforestation, avoir des comportements tels que vous êtes sûr que votre consommation quotidienne ne contribue pas. Et deuxièmement, il va falloir réhabiliter et restaurer toute une série d'écosystèmes qui sont très dégradés et qui ne font plus leur rôle depuis. On va passer à la suivante, s'il vous plaît. Donc voilà, ça c'était la description, la feuille de route. Maintenant, je vais être un peu plus court-termiste. Je vais mettre le focus sur ce qui se passe en ce moment. Donc ce qui se passe en ce moment, c'est que le monde financier se bouge. Vous avez la photo de Mark Carney en haut à droite, qui est donc l'ancien gouverneur de la Banque centrale anglaise, je crois qu'il est toujours, et en tous les cas, il était aussi président du Conseil de stabilité financière en 2015. Il fait un discours qualifié d'historique face à la Lloyds, expliquant que les sujets dont on parle et dont je parle là depuis quelques minutes sont d'ordre systémique, c'est-à-dire qu'ils créent des risques massifs, et ça a été dit en d'autres termes, parce que tu as dit tout à l'heure, les risques qui sont soit la fin du monde parce qu'on laisse aller le climat dérivé, soit des risques de business si
on maîtrise les émissions de gaz à effet de serre. Vous voyez en bas à droite AXA, donc c'est une société d'assurance que vous connaissez, qui a pris une série d'engagements. On pourra dire qu'ils ne sont pas assez puissants, qui sont un tout petit peu prudents, mais sauf que c'est quand même des engagements qui vont dans le bon sens. Il y a eu des annonces très récentes de la Banque européenne d'investissement, qui est une très grosse banque publique européenne, qui est en train d'annoncer la sortie du charbon et de faire plus de financement vert. Donc on va continuer. S'il vous plaît. Voilà. Donc la bifurcation devant laquelle on est, le choix qui nous est donné est le suivant. Et ce type de graphique est bien connu dans le monde financier, dans les mondes qui réfléchissent aux risques devant lesquels on est. Donc il y a les risques qui sont les risques rouges. C'est-à-dire on continue comme aujourd'hui, on continue à avoir un taux de croissance de nos émissions de gaz à effet de serre important. On arrive dans les situations que j'ai évoquées tout à l'heure, donc avec des désastres humanitaires dont j'ai parlé, mais évidemment aussi des désastres économiques. Il y a plein d'usines, d'actifs, de ponts, de villes qui sont submergées, qui sont soumises à des violentes tempêtes, qui sont soumises à des chaleurs intolérables, et ainsi de suite. Donc c'est pas très bon pour l'économie à terme, puisque c'est pas bon pour les gens. Ce qui est pas bon pour les gens, c'est pas bon pour l'économie. De l'autre côté, les risques bleus, c'est on prend au sérieux tout ce que je viens de dire, et donc du coup, on accélère la mutation et la transformation vers des modèles économiques bas carbone. Je ne parle que du climat, mais évidemment que tout ceci a un rapport avec les autres enjeux de biodiversité. Là, les risques, ils sont d'une nature un peu différente. Ça veut dire qu'on a des entreprises qui sont très dépendantes, et y compris des banques ou des acteurs financiers, des investisseurs qui sont très dépendantes d'une économie carbonée, qui se mettent à avoir des baisses de performance, parce que leur dépendance est telle qu'ils ne peuvent pas faire face à une mutation trop rapide de leur business model. Si vous êtes un pétrolier ou un gazier, si on vous dit demain matin, tu n'as plus le droit de vendre du gaz et du pétrole, c'est un tout petit peu compliqué, surtout si vous avez 100 000 ou 200 000 collaborateurs. Donc là, je continue. Donc qu'est-ce que fait la finance ? Donc je redis, hein, depuis 2014-2015, ils ont compris qu'il y avait un sujet. Donc jusque-là, le monde financier, et ce que vous appreniez vous à HEC, c'était la finance est là pour financer l'économie, donc ne venez pas nous embêter avec ces histoires de climat, d'environnement et de petits oiseaux. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait le mouvement, ni la chanson qu'on entend. Il y a en gros une décomposition en deux grandes classes d'acteurs, des acteurs totalement cyniques, donc j'espère que vous ne serez pas, qui disent il y a plein d'affaires à faire. Si il y a des gens qui vendent des centrales au charbon, bah, c'est formidable, je vais les acheter à la casse, je vais faire 3 ans de fric avec ça. Et puis vous avez une grosse catégorie d'acteurs qui, pour toute une série de raisons, on pourra en discuter dans le débat, commencent à prendre ça au sérieux, réfléchissent en termes d'analyse de risque, ça c'est la partie droite de mon tableau, et réfléchissent partie gauche sur la manière dont ils pourraient envisager de financer l'économie de demain. Parfois pour des raisons de vision, dire bah oui, il faut mieux financer l'avenir que le passé, parfois pour des raisons de réputation, donc si chacun d'entre vous, d'entre nous, exerce une pression amicale sur ce secteur, on peut penser que ça les fera bouger, de même que les consommateurs que vous êtes, que nous sommes, font bouger les producteurs quand ils changent de comportement de consommation. Je vais prendre juste un petit exemple. Vous, votre famille, vos parents, vos grands-parents ont de l'épargne. Si vous êtes exigeant sur l'épargne que vous avez, si vous demandez des comptes à votre banquier préféré ou à votre assureur préféré, c'est pas totalement impossible qu'ils se mettent à bouger. Alors on va continuer. Ça c'est du côté maintenant des sociétés industrielles et services. À nouveau les deux volets. Hein. C'est un volet quel est mon impact sur le climat, c'est la partie droite. Donc là, Carbone 4, on est bien placé, puisque ça fait une vingtaine d'années que Jean-Marc Jancovici a inventé le bilan carbone, et donc on sait faire ce type de mesures pour les entreprises, sachant faire leur empreinte carbone. À ce moment-là, ils sont capables de mener des plans d'action et d'avancer dans le sens de la réduction de cet impact sur le climat. De l'autre côté, donc à gauche, on est sur un autre sujet qui est sorti plus récemment à mon grand étonnement, parce que je ne comprends pas pourquoi c'est aussi récent que ça, enfin en fait si je comprends, qui est le contraire, qui est l'évaluation de l'impact du climat sur mon entreprise.
Pourquoi ça m'a un peu surpris que ça sorte que récemment, c'est que pour moi, un entrepreneur, je suis chef d'entreprise depuis assez longtemps, et donc un de mes sujets principaux, c'est les risques que couvre mon entreprise. Donc, ça me paraîtrait plus normal que les entreprises commencent à investiguer cette question-là. Et essayer de mettre en place des stratégies de résilience, parce que, je l'ai dit au début, mais je le redis, parce que ça vaut le coup d'être entendu 2 fois, le changement climatique est en cours. Notre marge de manœuvre, c'est de limiter son amplitude, mais il est néanmoins en cours et il aura des effets très désagréables, et il a déjà des effets désagréables, comme vous avez pu l'observer les quelques étés derniers. Donc ça veut dire qu'il y a une série d'entreprises et de business qui ont déjà des impacts, qui voient déjà des impacts sur le business, et ce n'est pas des impacts à 25 ans. On travaille, nous, avec une grande société agroalimentaire, dont je ne donnerai pas le nom ici, qui se rend compte qu'elle a des effets négatifs sur sa rentabilité et sur son exploitation dans les 2-3 ans qui viennent, du fait du changement climatique, et en France. Donc on voit les entreprises qui se mobilisent maintenant, et donc la raison pour laquelle ils ne le faisaient pas avant, pour moi, est assez lumineuse. C'est que jusqu'à présent, ils n'y croyaient pas trop, ou en tous les cas, ils pensaient en très grande majorité que ces questions-là étaient des questions de moyen ou de long terme. Et ils pensaient que les questions d'être éthique, d'être good boy, de réduire son empreinte carbone, c'était plutôt des questions qui se posaient maintenant. La réalité les rattrape, et elles se trouvent maintenant à se soucier très fortement des questions d'impact du climat sur leur entreprise. Ceci provient aussi notamment parce que ces effets sont de plus en plus visibles, de plus en plus spectaculaires et de mieux en mieux compris. Ça n'a fait que 3-4 ans que les grands médias lourds, que ce soit aux États-Unis ou en France, font leur page, leur une sur la question du changement climatique, ce qui ne se faisait pas il y a 4-5 ans. Alors on va continuer. Il y a un sujet dont je peux parler une demi-seconde qui, dans la gamme Good Boy, on va faire le taf et on est des entreprises responsables, qui s'appelle la neutralité carbone. Donc là, c'est un peu technique, donc c'est le seul slide un tout petit peu technique, mais je vais vous expliquer ça en 2 secondes. Faire le taf et être neutre carbone, ça veut dire qu'une entreprise dit, pour être alignée avec ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est une trajectoire de degrés. La trajectoire de degrés fait que en 2070 à peu près, et plutôt dans les pays européens et occidentaux, on doit être neutre carbone au sens où les émissions de gaz à effet de serre qu'on génère doivent être absorbées par des puits de carbone, et ça doit faire la neutralité, c'est-à-dire le zéro. Donc les entreprises se disent, nous, il faut qu'on arrive à cet objectif-là, et donc vous allez entendre parler sans arrêt de « je suis neutre carbone dans 10 ans, dans 20 ans ». Le seul petit problème de cette affaire, c'est que très souvent, ils calculent leurs émissions de gaz à effet de serre sur des espaces très limités, pour ne pas avoir trop de trucs à compenser. Et ensuite, pour devenir neutre, ils achètent des indulgences, c'est-à-dire des crédits de compensation, ce qui ne résout pas du tout le problème, parce que tout le monde ne pourra pas résoudre son problème. Le problème de l'humanité ne pourra pas être résolu juste en achetant de la compensation des émissions. Il va falloir réduire massivement les émissions et restaurer les puits. Néanmoins, dans les entreprises qui font ça, il y a 2 choses qui sont intéressantes. C'est que d'une part, elles participent au financement d'actions dont on a vraiment bien besoin, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a beaucoup de pays qui souffrent de sous-financement, et c'est pas si mal que ça qu'on les aide à moins utiliser le bois et utiliser plus d'énergie renouvelable, par exemple, pour juste un exemple, ou qu'on les aide à cesser de déforester quand ils ont des alternatives. Le deuxième point important là-dedans, c'est que si on fait les choses de manière un peu intelligente, c'est-à-dire en disant d'un côté, je compte mes émissions, ensuite, je compte en quoi mon entreprise permet de réduire les émissions de clients ou d'autres. Exemple, Saint-Gobain, pour ne pas le citer, émet beaucoup de CO2 parce que pour fabriquer du verre, de la laine de verre, c'est processus très intensifs en énergie, mais grâce aux produits de Saint-Gobain, qui sont notamment la laine de verre ou les doubles triple vitrage, il permet d'économiser des émissions de CO2 et de l'énergie à ses clients. Donc ça, c'est avoid des émissions. C'est quand même un point important. Et dernier point, si les entreprises comptent leur troisième contribution, qui est en quoi et comment je peux restaurer les puits de carbone, je pense que tout ça va quand même globalement dans le bon sens. Alors on va continuer. Et donc là, je pense que c'est mon dernier slide, sauf erreur. Je vous ai fait un petit récap de en quoi et comment les entreprises se mobilisent aujourd'hui sur ces questions-là. Alors,
j'ai 4 points. Le premier point, c'est que les conseils d'administration, les COMEX, commencent très sérieusement à prendre ce sujet au sérieux, et c'est récent. Donc nous, on est sollicités pour intervenir dans des conseils d'administration, des COMEX, comme jamais on l'a été, et c'est des entreprises de très grande taille qui nous le demandent, avec un besoin manifeste de comprendre les enjeux. Les entreprises ensuite, ça on le constate de plus en plus, font des plans à court terme de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les acteurs financiers font des calculs d'empreinte carbone de leur portefeuille, font aussi des calculs de l'empreinte carbone de leurs prêts, essayent de lancer des opérations visant à réduire cette fameuse empreinte carbone. De plus en plus, on voit les entreprises commencer à s'intéresser aux risques physiques dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est la partie opérationnelle à court terme. À moyen terme, on voit de plus en plus d'entreprises qui se projettent dans le temps et qui se disent « Oh là là, le monde va vraiment changer, ça peut faire très très mal. » Et donc, il est temps qu'on réfléchisse à une stratégie qui nous permettrait de voir ce qu'on peut faire, et est-ce qu'on parie plutôt sur un monde à 2 degrés, auquel cas nous, il faut qu'on soit dans des stratégies compatibles avec un monde de 2 degrés, ou est-ce qu'au contraire, on essaie de s'assurer d'un monde qui chauffe plus, auquel cas il faut qu'on ait des stratégies de résilience, et peut-être qu'il y a des grands choix qui se plaident, qui vont se faire entre ces 2 options. Il y a évidemment tout un tas d'entreprises qui font des innovations, des développements technologiques, en se disant il y a de nouveaux marchés qui arrivent, il faut se précipiter dessus. Et évidemment, j'ai cité tout à l'heure la voiture électrique, la batterie électrique, il y a évidemment plein de sujets sur l'hydrogène aujourd'hui. On peut citer aussi le sujet des moyens de chauffage. Il y a beaucoup de changements qui vont se faire dans les prochaines années avec des pompes à chaleur un peu performantes. Donc ça, tout ça, c'est des technologies pas très compliquées, mais sur lesquelles il y a besoin d'innovation pour réduire les coûts et pour arriver à transformer significativement nos façons d'opérer. Le dernier point, et c'est là-dessus que je vais conclure cette présentation, puis après je la synthétiserai, c'est qu'on voit maintenant des entreprises qui réfléchissent à modifier très substantiellement leur business model. Ce n'est pas du tout une nouveauté que dans le monde capitaliste, on fasse de la destruction créatrice, comme disait Schumpeter. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont fait évoluer très sensiblement leur business model en passant d'un secteur à un autre. Donc je ne vais pas prendre d'exemple, mais je pense que c'est clair pour tout le monde. Ce qui est très nouveau, aujourd'hui, très nouveau, c'est d'avoir des entreprises qui réfléchissent à faire évoluer leur business model en intégrant ces données-là qui sont traditionnellement pas intégrées, dit encore autrement. C'est pour ça que la question de la réconciliation de l'économie et de l'écologie me fascine et me passionne. C'est que traditionnellement, on était, il y a le monde de l'économie, il y a le monde de l'écologie, c'est 2 mondes qui ne se parlent pas du tout. Et là, cette affaire d'anthropocène fait que ces mondes-là sont obligés de se parler mutuellement, de s'intégrer, pour toute une série de raisons dont j'ai expliqué une d'entre elles, qui est la question du climat. En termes financiers purs et durs, ceci a un rapport avec le risque de transition carbone dont j'ai parlé tout à l'heure, quand j'ai parlé de Marc Carnet et je vous ai montré la courbe bleue et la courbe rouge. Il y a pas mal d'entreprises qui sont en train de se dire attention, j'ai des bases d'actifs qui risquent d'être échouées, ça c'est le terme financier, stranded asset en anglais, qui veut dire ce truc a de la valeur aujourd'hui, demain peut-être que ça n'en a plus du tout, et donc c'est maintenant qu'il faut que je bouge mes lignes, parce que j'ai encore les moyens de les bouger. Et donc on voit par exemple, je vais prendre juste un seul exemple, un pétrogazier assez connu, qui se déplace dans le secteur de l'électricité, alors que jusqu'à présent, son business model c'était pétrole et gaz, et il anticipe que demain matin, ça ne va pas être que ça. Voilà, donc c'était juste ça que je voulais vous dire, hein. Donc c'est un tout petit peu rapide, et même très rapide, et très impressionniste. Le but de l'histoire, c'est juste que vous sentiez la chose suivante, c'est que d'une part, ce changement climatique et l'érosion de la biodiversité simultanée, c'est un vrai problème. C'est pas un problème pour dans 1000 ans, c'est pas un problème pour vos enfants, c'est un problème pour vous, c'est un problème pour moi, c'est un problème pour mes enfants, mes petits-enfants. C'est un problème pour l'économie au sens très large, ça c'était mon premier point. Le deuxième point, c'est que moi je ne suis pas tétanisé face à ça, comme l'a dit votre camarade, je pense qu'il y a des voies de solution. Je ne suis pas le Père Noël et je ne crois pas au Père Noël, donc je ne crois pas malheureusement qu'on soit capable
de limiter totalement et définitivement les impacts qui sont déjà embarqués. Mais en revanche, je pense qu'il y a beaucoup de différences entre un monde dans lequel on a réussi à limiter l'ampleur des dégâts et un monde où on n'a pas réussi à limiter cette ampleur. D'un point de vue un tout petit peu simple, ce que dit Valérie Masson-Delmotte, je l'aime beaucoup, donc qui est une des coprésidentes du GIEC et que j'ai la chance et l'honneur de rencontrer quand je suis au Conseil pour le climat. Elle dit la chose suivante, elle dit chaque demi-degré compte. Il y a des impacts très différents si on est sur une planète à 1,5 degré, une planète à 2 ou une planète à 2,5. Donc chaque demi-degré compte, et elle dit aussi chaque jour compte. Donc il y a une course de vitesse et je ne crois pas qu'il y ait de raison de considérer a priori qu'on va la perdre. En revanche, quand je parle de transformation, quand je parle de changement d'échelle, ça veut dire que je ne crois pas qu'on gagnera cette bataille avec les vieilles recettes du passé. Donc je crois qu'il va falloir inventer pas mal de choses et j'ai juste évoqué dans cette conférence quelques-unes des pistes. Voilà juste ce que je voulais vous dire ce soir et je vais passer maintenant aux questions. Merci beaucoup. Oui, j'avais un dernier slide que j'ai oublié. Et vous hein? Ouais. J'ai passé la torture, là, je crois. Alors, merci beaucoup, Monsieur Grandjean, pour cet exposé. Avant de passer aux traditionnelles questions-réponses, on voudrait jouer à un petit jeu pour se détendre. Un peu à la mode d'un Fast and Curious. Donc, on va vous poser une série de questions. À la quoi? À la mode d'un Fast and Curious. Alors, on va vous poser une série de questions. C'est de jeune, ça. Sous le format préférez-vous A ou B. Ouais. Et vous devrez répondre du tac au tac, soit A, soit B. Et Je réponds A ou B, c'est ce truc que je dois retenir. C'est très binaire. D'accord, ok. Et vous pourrez le justifier très très brièvement si vous le souhaitez. Ok, on y va. Allons-y. On y va. Alors, la première question, est-ce que vous préférez Greenpeace ou la COP25? Il faut que je choisisse. Moi, j'aime bien les deux. Ah, mais Ouais. vous dire. Ah, la COP25. Le bœuf bourguignon ou un burger végétarien? Un burger végétarien. Plutôt idéaliste ou réaliste? Moi, je suis plutôt réaliste. Est-ce que vous préférez prendre l'avion et racheter votre empreinte carbone ou voyager proche de chez vous? Je ne prends pas l'avion. Greta Thunberg ou Emmanuel Macron? Ah, ça, c'est une question marrante, ça. Greta Thunberg. Il ne m'avait pas préparé. Il m'avait pas... Plutôt économie, du coup, ou écologique? Plutôt écologie. Donald Trump ou Jair Bolsonaro? Ah, ça, c'est vachement dur. Hein. Ils sont tarés l'un et l'autre. Je sais pas, Trump. Société de chasseurs-cueilleurs ou société industrielle? Ah, société industrielle. Plutôt pour ou contre les trottinettes électriques? Ah, plutôt contre. Enfin, non, pas plutôt, très contre. Si j'ai le droit, c'est ça. Nucléaire ou renouvelable? Ah, renouvelable. Petit pas ou révolution? Petit pas. Bien écoutez, vous en êtes très bien sorti. Je vous remercie, c'est gentil. Merci. Merci donc d'avoir joué le jeu à ce Ben, de rien, avec plaisir. Avant de passer aux questions avec le public, on a donc préparé quelques questions. Ah, des vraies questions, là, ce coup-ci. Voilà, les réponses pourraient être plus développées. Ouais. Parce que les questions qu'il a posées au début, je réponds pas, on est d'accord. Hein. C'était bien ça la règle. Hein. Ah ouais, d'accord. Donc une première question. En prenant en compte les inconvénients des énergies renouvelables, qui ont elles aussi leur coût environnemental, Ouais. Et le débat sur le nucléaire, Ouais. quel serait le mix énergétique idéal, à votre avis? Oui, alors c'est une question compliquée parce que ça dépend des pays. Donc il y a des pays dans le monde qui n'ont pas accès et qui n'auront jamais accès au nucléaire. Je vais prendre juste un exemple très, très clair, c'est le Maroc, qui est plutôt bien développé, et peut vraiment se développer en éolien, en solaire, parce qu'il y a beaucoup de vent et beaucoup de soleil. Le nucléaire, j'ai discuté avec eux et ils ne le feront pas, c'est trop dangereux pour eux en termes de risques djihadistes et autres. Bon. Donc il y a des pays comme ça. Il y a des pays qui ont des bases d'énergie renouvelable qui sont très fragiles, donc ça va être un peu compliqué.
La France est un pays très particulier dans lequel la part du nucléaire est très significative dans le mix de production électrique. Et donc là, l'affaire du nucléaire en France est une affaire de calendrier. Bon. Donc moi, ma position, elle est très simple. On a une base d'actifs qui marche assez bien. On a une autorité de sûreté nucléaire qui est très vigilante. Donc quand elle nous demandera de faire une centrale, ben on la fermera. Ça nous laisse quelques décennies pour voir si les énergies renouvelables électriques, parce qu'on ne parle pas là en l'occurrence des autres, hein, qui sont le remplacement du pétrole, qui est le sujet principal du climat. Hein. Les questions nucléaires et énergie renouvelable, ce n'est pas du tout le sujet climat, hein, c'est un autre sujet. Et donc ça nous laisse le temps de voir quel est le bon mixte de production d'énergie électrique. Ceci dit, il y a un présupposé que j'ai donné dans mon exposé, sur lequel je réinsiste beaucoup, qui est que aucun de ces scénarios de toute façon n'est compatible avec la limite de la dérive climatique s'il n'est pas très massivement en baisse de la consommation d'énergie. Donc mon mix énergétique préféré, c'est le mix dans lequel on consomme le moins d'énergie possible. Alors, on le sait tous, la transition écologique a un coût individuel, que ce soit le coût du changement de moyen de locomotion, que ce soit le prix de la rénovation de l'isolation des bâtiments. Or, aujourd'hui, les subventions de l'État restent très faibles et la taxation des produits polluants peut vite mener à une crise sociale, comme on l'a vu l'année dernière avec les Gilets jaunes. Donc, comment faire en sorte que la transition écologique soit économiquement possible pour les plus démunis? Oui. Moi, j'appelle à un grand plan Marshall. Aujourd'hui, le terme à la mode, c'est Green New Deal. Il se trouve que la présidente de la Commission européenne a lancé le truc, hein, en disant on fait un Green New Deal européen suite aux élections européennes. Et il se trouve que dans les élections américaines, c'est un terme qui est porté par le camp démocrate. Bon. Alors, de ma fenêtre à moi, il y a besoin de beaucoup d'efforts, de beaucoup d'investissements pour transformer notre économie. Donc très concrètement, rénover les bâtiments, changer les voitures, faire évoluer l'urbanisme, mais un truc encore plus simple que ça, c'est mettre des pistes cyclables dans les villes, c'est beaucoup d'investissements, ça ne se fait pas comme ça. Et donc moi, ma position, c'est que, je l'ai défendu dans un livre qui s'appelle « Agir sans attendre », dont je vous recommande la lecture, pas cher et pas très grand, pas très long, donc ça va. Ma position, c'est de prendre ça au sérieux. Il y a trois moments historiques où des choses comme ça ont été faites. C'est le New Deal, où il y a un vrai changement de règles du jeu, et ça a été fait assez vite, parce que l'économie américaine était en pleine déconfiture. Il y a un deuxième moment qui est la reconstruction française, où on a eu une phase très importante de reconstruction. D'ailleurs, c'était très porteur de croissance. Et il y a un troisième moment, en fait, il y en a un autre, mais je n'en parlerai pas. Le troisième moment, c'est Pearl Harbor, aux États-Unis, où, en réponse à l'attaque militaire, les États-Unis ont décidé de transformer massivement leur économie en économie de guerre. Bon, je ne vous souhaite pas de faire une économie de guerre, je ne vous souhaite pas vous de devenir des guerriers, ni à moi non plus. En revanche, je pense qu'il faut y aller massivement. Après, on va m'expliquer qu'il y a un problème de dette, de machin, de trucs. Ça, on pourra parler après. Mais donc, je réponds à la question, c'est pas en bricolant qu'on va faire la transformation nécessaire. S'il y a 30 millions de logements à rénover dans les 30 ans qui viennent, ça fait 1 million par an. Les objectifs actuels sont de 500 000 par an, on y est très très loin, mais pas du tout. Donc il faut passer la seconde, quoi. Donc, on a une autre question concernant votre cabinet de conseil, Carbone 4. Donc, en voyant le nombre d'entreprises à impact aujourd'hui, un peu comme ce cabinet, on voit que la lutte contre le réchauffement climatique, contre tous les dérèglements planétaires, peuvent être intégrés, ou en tout cas, c'est conciliable avec notre modèle économique, basé sur la productivité, la croissance, etc., en gros, le capitalisme. Cependant, on voit des alternatives, une croissance verte. Est-ce que vous pensez vraiment que la croissance verte, la finance verte, et tout donc ce changement soit de vraies solutions durables et viables sur les mêmes logiques qui sont responsables? Peut-on concilier en gros le capitalisme et l'économie? Ouais, donc la réponse est clairement oui à mes yeux. Il y a juste un tout petit problème sémantique. Je pense que ce serait intéressant de demander à chacun ici de faire sa définition du capitalisme. Je pense que si vous êtes 200, il y aura 200 définitions. Et donc c'est extrêmement facile de dire qu'il faut foutre en l'air le capitalisme, sachant que personne ne sait ce que ça veut dire. Donc ça, c'est ma première observation. Donc si capitalisme veut dire économie de marché avec au moins en partie propriété privée de certains moyens de production, je dis au moins en partie parce que les formes actuelles de capitalisme, sont presque toutes mixtes.
avec du public, du privé, etc. Si on appelle capitalisme donc un système dans lequel il y a des propriétés privées, des moyens de production, petit 1, petit 2 du droit, petit 3, un certain nombre de règles de partage éventuellement suffisantes ou insuffisantes de la valeur, oui, je pense que ça va le faire, et que non seulement ça va le faire, mais ça doit le faire. Je ne vois pas du tout comment on pourra faire autrement face à l'ampleur de la problématique. L'Union soviétique a essayé des mécanismes de détermination centralisée du système de prix, ça ne fonctionne vraiment pas du tout. On a fait la preuve que ça ne marchait pas. Donc il va bien falloir décentraliser toute une série de décisions. Il y a beaucoup de choses qui sont auprès du terrain. Moi je suis un entrepreneur, donc je fais des choses parce que je suis autonome, parce que je suis dans ma boîte avec mes associés et qu'on fait des trucs que je ne ferais pas si j'étais devant obéir à un planificateur omnipotent, omniscient. Donc si c'est ça la question du capitalisme, la réponse est clairement oui. Maintenant, si l'autre question c'est est-ce qu'aujourd'hui le capitalisme tel qu'il est, le forme actuelle est trop financiarisé, trop court-termisme, avec des écarts beaucoup trop violents de niveau de rémunération selon les pays, on se balade entre 1 à 100 en France, 1 à 400 aux États-Unis, avec une prise en considération très insuffisante du moyen et long terme, oui, cette modalité-là du capitalisme, on doit la faire évoluer vite. Mais pour faire évoluer vite cette modulation, ces modalités, c'est là où je suis plus réformateur que révolutionnaire, je pense qu'il y a toute une série d'outils qui sont à notre portée et qui dépendent de toute une série de décisions politiques et dont on pourrait dire qu'elles sont lentes à être prises, mais dont je considère, moi, que tant qu'on est en démocratie, c'est un peu logique et normal qu'il y ait des mécanismes d'élaboration de ces décisions qui soient prises. Bon. Et en démocratie, les gouvernements sont toujours un peu lents, parce qu'ils ont de la dure charge de tenir compte des avis des uns et des autres. Voilà, en gros, ma réponse. Eh bien, pour aller justement au-delà du niveau politique et au-delà du financement et de l'économie, pour répondre à l'enjeu climatique, certains prônent un nouveau paradigme culturel. Un paradigme qui rompt avec la culture de la réussite, du progrès, du consumérisme dans laquelle nous baignons actuellement. À votre avis, est-ce qu'un tel changement est souhaitable? Et si oui, ouais. C'est bien de poser cette question-là. Il y a un livre assez marrant que vous avez peut-être lu les uns et les autres, qui s'appelle Le bug humain de Sébastien Boller. Je vous recommande si vous ne l'avez pas lu. Puis faites-le venir ici parce que c'est un très bon client. Donc Sébastien Boller, c'est un gars qui a fait Polytechnique, nul n'est parfait, mais il a aussi fait pas mal de trucs que je n'ai pas fait du tout, c'est-à-dire de la neurologie, et il anime un journal de sciences cognitives. Bon. Et le bug humain pour lui, c'est qu'on a des systèmes de renforcement positif dans le cerveau qui fonctionnent très très bien, mais qui ont des tendances addictives très fortes. Donc si vous, par exemple, certains d'entre vous sont déjà addicts à des vidéos de porno sur Internet, c'est extrêmement compliqué de s'en passer, quoi. En plus, c'est cher en énergie, donc je vous recommande d'essayer de vous en passer. Donc les addictions sont des trucs terribles. Et donc, évidemment que ces addictions sont entretenues par les puissances marketing. Et j'espère que vous avez dans vos cours des cours de marketing qui vont s'appuyer sur le fait que vos futures cibles sont totalement addictes. Donc évidemment que si on ne joue pas sur ce terrain-là, si on ne joue pas sur les questions de publicité, si on ne joue pas sur les questions de transformation des représentations, je crois comprendre que les uns et les autres, vous commencez à trouver que c'est pas mal d'acheter des trucs de seconde main, par exemple. Alors c'est peut-être un peu moins cher, mais aussi c'est un petit fancy, quoi. Et donc moi, c'était pas du tout ce que je faisais quand j'étais jeune, j'achetais neuf, quoi. Donc ces transformations-là sont profondes, elles existent, on les a déjà observées. Je prends juste un exemple très très concret, hein, qui était la question du tabac. Quand l'Italie a arrêté l'autorisation, a interdit le tabac dans les cafés, tout le monde croyait que ce serait impossible, ce serait l'émeute et la révolution, ça s'est fait en une journée. Le truc était mûr, ça s'est fait. Donc aujourd'hui, on continue à faire des pubs insensées pour les SUV. Je pense que dans 5-6 ans, on trouvera ça quand même très ringard et très has-been. Donc oui, bien sûr qu'il va falloir jouer sur tous les modes. J'ai peut-être pas assez employé le mot culturel dans ma presse, donc je rajouterai la prochaine fois. Mais cela étant, pour faire cette révolution culturelle, parce que là peut-être que c'est une révolution pour le coup, c'est vraiment voir les choses un peu autrement. Si on valorise le moins consommé, le consommer mieux, le consommer durable, etc., c'est clair que c'est vraiment
une aversion de pensée par rapport à ce qu'on a vécu pendant des années. Simplement, pour faire ça, tous les outils dont on a besoin, c'est des outils assez capitalistes. Si vous faites de la pub pour du consommer moins, c'est de la pub. On continue. Pour revenir à ce que vous disiez à Louis tout à l'heure sur les immobilismes des démocraties, est-ce qu'une sorte de dictature écologique ne serait pas plus efficace pour lutter contre le changement climatique ? Ah oui, là je suis farouchement contre. J'y crois pas un tiers de seconde, pour 50 raisons. J'aime beaucoup les travaux d'Amartya Sen qui a montré qu'on observait beaucoup plus de famine dans les pays dictatoriaux ou très durs que dans les autres pays, pour une raison extrêmement simple, c'est que vous êtes Staline, vous êtes en 32 je crois, 33 je sais plus, vous déplacez 3 millions de personnes en Ukraine, même pas mal, je veux dire, lui il s'en foutait complètement, 3 millions, mais personne ne le savait. Donc c'était un peu opaque. C'est tous les mecs qui disaient attends, tu viens de débarquer, tu viens de déplacer 3 millions, mais ils se faisaient couper la tête ou exécuter avec une balle dans le cerveau. Je ne suis pas anti-stalinien primaire, mais quand même. Et chez Mao, c'était pas tellement mieux. Donc je trouve que la transparence, la circulation de l'information, qui est une des valeurs de la démocratie, c'est une valeur absolument clé. On discutait tout à l'heure avec certains de vos profs. Et si les entreprises sont plus transparentes et plus obligées d'être transparentes, si les financiers, les banquiers qui font par exemple des montages fiscaux insensés, avec non pas de l'optimisation fiscale, mais de la fraude fiscale très caractérisée, sont obligés de rendre compte, je pense que ça fait bouger les lignes. Dans un régime dictateur vert, je ne crois pas que ceci sera le cas. Donc j'y crois pas un tiers de seconde. Et plus généralement, quand on pense à qu'est-ce qu'on peut faire au niveau individuel, si on a envie d'agir pour l'écologie, que doit-on toujours garder en tête pour rester focus ? Alors, moi ce que je crois, c'est qu'un des trucs les plus importants, je ne l'ai pas dit comme ça, mais c'est vraiment important d'agir avec discernement et sur des bases un peu rationnelles. Donc ça veut dire, par exemple, sur les questions de climat, celles que j'ai évoquées ici, c'est assez rationnel de se dire c'est quoi les leviers principaux d'action que j'ai, et c'est pas très compliqué, hein. Il y a tout un tas d'outils en ligne qui vous permettent de faire votre bilan carbone personnel. Là, vous allez vous apercevoir des arbitrages que vous avez à faire. Bon. Donc vous allez vous dire, tiens, l'avion, quand même, c'est un sujet, donc les jeunes j'ai fait un petit cours à Sciences Po l'autre fois, j'ai demandé c'est quoi les gestes que vous faites. Alors, ah ouais, moi je compense mes billets d'avion. Bon, c'est pas très sérieux comme réponse. Essayez de réduire quand même vos vols, quoi. Parce que l'avion c'est un poste important. Mais la viande, la consommation pas toute la viande, mais les ruminants, quoi, c'est un poste important du bilan carbone, donc c'est intéressant de le savoir et c'est intéressant d'agir en conséquence. Je suis un peu méfiant des modes qui risquent d'être un peu passagères et où la déception est au bout de l'histoire parce que vous faites des trucs et des machins parce que les copains le font, c'est bien, c'est à la mode, il y a plein de revues qui vous disent de le faire, puis à la fin vous dites putain, je me suis complètement trompé, c'est pas ça qu'il fallait faire, donc je me suis fait mal pour rien. Donc je pense qu'il faut un peu réfléchir et partager avec des copains en communauté, en s'instruisant les gestes à faire. Maintenant, une question un peu plus prospective. On a parlé d'optimisme, de pessimisme, etc. sur ton introduction. Justement, comment voyez-vous 2050 ? Ouais. Alors, je ne suis pas Nostradamus, donc je ne vois pas 2050. Personne n'est capable de prévoir le monde tel qu'il sera demain. J'en profite pour faire une petite publicité pour un philosophe qui s'appelle Karl Popper, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Misère de l'historicisme. C'est extrêmement dangereux d'un point de vue intellectuel, et surtout quand on est jeune, de croire à des notions de déterminisme historique. C'est dangereux, c'est complètement faux, et on se trompe tout le temps à ce petit jeu. Donc l'exercice que j'ai fait ici n'est pas un exercice de prévision. C'est un exercice de prospective, qui est tout à fait différent,
qui est de dire, dans certaines hypothèses et sous certaines conditions, il va se passer plutôt ça, dans d'autres hypothèses et conditions, il va plutôt passer ça, pour essayer de voir nos espaces de liberté et nos marges de manœuvre. Alors maintenant, si vous me dites, une fois que j'ai dit ça, que je réponds à la question, je ne suis pas du tout un optimiste, quand vous avez dit, de posture. C'est à peu près ça que tu as dit. Non, je crois vraiment que l'avenir est en nos mains. Vraiment complètement clair. Donc, c'est pas moi qui décide de l'avenir, c'est pas vous, c'est pas chacun d'entre nous, mais collectivement, l'espèce humaine est maîtresse de son destin. Je vais vous raconter une anecdote pour bien voir ce que je veux dire par là. Est-ce que vous avez entendu parler de ce qui s'est passé en 1349 en Europe? La peste noire. Bon. Quand vous êtes dans cette condition-là, où vous voyez un petit tiers des êtres humains en Europe qui meurent comme des mouches, et ça a été à toute vitesse, hein, ça a été un cataclysme. Imaginez cette situation. Imaginez donc que votre voisin, ici, il y a le tiers qui meurt, et très vite. Hein. Bon. Vous êtes dans une situation où vous ne comprenez pas ce qui se passe. Donc les mecs inventaient des trucs, des fumoirs, enfin il y a plein d'imagerie médiévale, c'est absolument extraordinaire ce truc, ils ne comprenaient rien. On a compris l'origine, c'est la transmission des bactéries par les rats, mais bien après. Donc on a eu un mal de fou à se dire qu'il fallait faire des quarantaines, enfin, c'était un bordel absolument sans nom. Nous, on n'est pas en 1345 avec une bête qui nous tombe sur la tête dont on ne sait pas d'où elle vient. On est juste tout à fait bien documenté. Vous avez dit que les COP, ça ne sert à rien, mais je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Les COP ont été très utiles. On a la décennie perdue, je n'y crois pas un instant. On n'est pas du tout à la bonne vitesse. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut passer la seconde, la troisième. Il faut vraiment accélérer, s'il n'y a pas de débat là-dessus. Mais en revanche, on comprend très bien ce qui se passe. On est très outillé pour en voir les conséquences, les causes. Donc on est dans un univers qui est pas du tout sous contrôle, mais qui est dont on peut considérer qu'on a les leviers pour le faire bouger. Donc je suis optimiste au sens où je ne vois pas pourquoi on n'y arriverait pas, et je ne vois pas pourquoi j'arriverai à me convaincre que c'est pas possible. Ça me paraît totalement irrationnel. Mais si je puis me permettre, vu comment c'est parti aujourd'hui, et que nous sommes presque en 2020, est-ce que vous pensez que d'ici 2050, tous les acteurs auront pris leurs responsabilités et auront amorcé un vrai changement pour changer les trajectoires? Je redis, je ne suis pas Nostradamus, donc je n'en sais rien. Je dis juste que c'est possible et que je ne vois pas pourquoi on déclarait aujourd'hui que c'est impossible. Voilà. Dit encore autrement, moi j'ai vécu l'effondrement du mur de Berlin. Je peux vous dire que quand même, tous les grands prospectivistes de l'époque disaient la lutte des deux blocs, c'est coulé dans le marbre. Tout le monde m'expliquait que tout ça était un environnement historique et social et politique dont il fallait se contenter de constater qu'il était évident, qu'il s'imposait. Sauf que non, il ne s'est pas du tout imposé. L'effondrement était à une vitesse supersonique, personne n'avait vu venir. Pour une raison étant qu'on n'était pas très bien informé sur ce qui se passait là-bas. Des histoires comme ça dans l'histoire de l'humanité, il y en a des tonnes. Donc, c'est pour ça que je dis que le déterminisme historique, c'est une plaisanterie. Le nombre de cas de figure où il s'est passé des choses très inattendues et très élevées. Donc, Trump n'est pas éternel, Bolsonaro non plus, et les peuples concernés ne sont pas des imbéciles non plus, les Américains ne sont pas tous des dingues. Il y a beaucoup de choses qui se passent aux États-Unis qu'on ne connaît pas ici parce qu'on a une vision très simplifiée et simplificatrice. Et donc aucun d'entre nous n'a la compréhension exacte de tout ce qui se passe partout. Donc je maintiens que oui, c'est pas exclu que toute une série d'acteurs aient pris leurs responsabilités, dont vous, puisque vous êtes les futurs dirigeants. Bien, merci beaucoup pour avoir répondu à ces questions. Maintenant, j'incite au public de poser les siennes. On va faire passer... Il y a des micros, c'est ça. On va bien lever la main, parce qu'on... Ah bah si, la lumière, c'est mieux. On va peut-être prendre deux questions à la fois, comme ça... Oui, ça permettra de... Bon, le micro est là. Bonsoir, merci pour vos interventions. J'ai 50 questions, moi je vais en choisir une en particulier. Vous n'avez pas parlé d'un secteur très à la mode, qui est le secteur que je vais résumer comme le secteur digital. Pardon ? Le secteur digital. Oui, quand vous parlez des quatre piliers d'intervention, comme vous parlez des causes des gaz à effet de serre, quid du secteur digital, des médias sociaux, Internet of Things et autres fantaisies. Ok, très bien.
On prend une autre question, puis après je répondrai aux deux, ça sera plus rapide. Bonsoir. Vous avez parlé de mix énergétique et d'Europe. Justement, on voit une très grande diversité de façons de servir de son énergie et des différentes énergies qui sont utilisées. Et pourtant, il y a des projets d'essayer d'unifier ces différents pays autour d'une politique commune de l'énergie. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Ok. Sur le digital et le numérique, donc c'est assez bien documenté maintenant le fait que c'est un assez gros poste d'émissions de gaz à effet de serre. Donc je pense qu'il doit y avoir des débats pour savoir si c'est 4-5%. L'aérien, c'est quelque chose comme 3%, ça dépend comment on compte, des émissions globales moyennes d'effet de serre. Et c'est la grande caractéristique du numérique et du digital, c'est que c'est sans doute le poste qui croît le plus vite. Donc moi je pense qu'à un moment donné, il va falloir déclarer la fin de la fête, quoi. Et donc considérer que c'est pas forcément une bonne idée qu'on fasse tout sans limite et qu'on n'y arrivera pas de le faire. On n'arrivera pas à le faire. Alors on arrivera à faire des trucs. On arrivera à décarboner les sources d'énergie qui sont utilisées dans certains cas. Il y a des data centers où Google et toute la bande va mettre des éoliennes. Des trucs comme ça, c'est sûr qu'on va réussir à en faire en partie. Mais je crois, on l'appelle du shift project à la sobriété numérique me semble quand même vraiment bienvenu. Et donc je vous incite tous les uns les autres à regarder comment on fait pour être un peu sobre sur ce terrain-là. C'est pas très compliqué, il y a des petits gestes qui marchent bien. Alors après, moi j'ai appris récemment, donc là je vais faire l'intelligent, que la 5G qui est présentée souvent comme étant le nouveau Graal, c'est pas du tout la demande des grands opérateurs du numérique. Et donc il y a un petit côté, le système est un peu comme un cheval fou, il va falloir lui mettre la bride. Alors maintenant sur l'autre question, alors soit étant, le numérique en partie contribue à la résolution de notre problème, parce que en partie, j'ai dit tout à l'heure que la transparence, les réseaux sociaux, ça permettait de créer de la pression sur les acteurs. Il y a ça, et il y a d'autre part le fait qu'il y a plein de besoin de traiter beaucoup d'informations pour être efficace et performant. Et donc je crois que, sans parler de bagnole autonome, auquel je ne crois pas vraiment, que notamment dans la gestion du chauffage, avoir un peu d'informations c'est utile. Je crois que dans les réseaux, optimiser le fonctionnement des réseaux avec des algorithmes, c'est quand même pas idiot. Donc il y a des bonnes applications et des applications qui sont moins bonnes, on va dire ça comme ça. Concernant le mix énergétique, alors je ne sais pas de quelle région du monde vous parlez, mais en Europe, la construction européenne se fait sur la base de chaque pays est souverain sur le plan énergétique. C'est pour ça que le débat entre l'Allemagne et la France sur le charbon et le nucléaire est un débat très compliqué, parce que l'Allemagne dit occupez-vous de vos fesses et réciproquement. Et c'est pas très illogique pour une raison simple à comprendre, c'est qu'il y a 2-3 choses dont si vous en manquez, vous vous mettez dans la rue et gravement. C'est-à-dire que les risques d'émeutes et de guerre civile, c'est le manque d'eau. Donc je vous en avais pas du tout parlé, hein, mais vous avez des grandes villes comme le Cap, en Afrique du Sud, où on est en train de se dire qu'on va avoir des journées sans eau. Hein. Donc quand en plein milieu du centre-ville, il n'y a plus d'eau, c'est un petit sujet, hein, parce que l'organisme humain ne tient pas très longtemps sans flotte. Hein. Et il n'y a pas toujours la bouteille à côté de chez vous quand vous êtes dans ce genre de situation. Donc ça, c'est la flotte. Ensuite, il y a la nourriture. Vous tenez un peu plus longtemps sans manger, enfin quand même, c'est un peu désagréable de manger. Donc les émeutes de la faim, ça existe. Et le troisième problème, et dans l'ordre, hein, c'est l'énergie. Donc un pays sans énergie, ou avec une énergie extrêmement chère, c'est un pays qui est au bord de la guerre civile. Hein. Il n'y a vraiment pas de... Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que quand les pays essayent de réduire les subventions aux fossiles, ou au contraire de mettre une taxe carbone, hein, donc mettre un prix un peu plus fort sur l'énergie fossile, ça génère des troubles sociaux, c'est tout à fait évident, il n'y a pas que la France. Hein. Donc tout ça pour dire que c'est pas illogique que la souveraineté énergétique soit une revendication nationale. Ça c'est un premier point de réponse, et la deuxième, là je vais être rapide, c'est que de toute façon on n'a pas bien l'intérêt d'uniformiser, parce que quand vous êtes dans un pays qui a énormément d'hydro, c'est vachement bien de faire de l'hydro, je ne vois pas pourquoi je ferais autre chose que de l'hydro, puisque j'ai plein d'hydro. Quand vous avez un pays comme la France qui a un parc nucléaire qui fonctionne encore à peu près,
on n'est pas du tout dans la même situation qu'un pays à peu de nucléaire. Si vous êtes un pays ultra ensoleillé, non seulement vous pouvez en faire plein avec de l'énergie solaire, mais en plus vous pouvez exporter des produits que vous aurez fabriqués avec votre solaire. Donc moi je trouve que cette diversité a du sens. Autre question? Là, ici. Bonsoir et merci beaucoup. J'aimerais savoir si vous pensez que l'écologie politique a un avenir dans un futur qui voit plutôt s'affronter une opposition entre progressisme et nationalisme, et plus particulièrement en France, un parti comme Europe Écologie Les Verts doit-il rester comme il est ou se recentrer, quitte à compromettre certaines de ses ambitions? Alors moi je ne suis pas un spécialiste d'économie politique. Mon sentiment à moi, c'est que la plutôt bonne nouvelle des élections européennes, c'est que ces sujets-là, grâce à vous notamment, à deux fois, à vous, les jeunes, c'est d'une fois parce que c'est des sujets que vous avez portés assez fort, et deuxième fois, c'est que certains d'entre vous sont allés voter. Et donc il y a un déplacement de l'âge moyen du votant. Donc moi je suis un papy, au sens strict, j'ai trois petites filles et bientôt une quatrième, mais la classe d'âge que je représente ne vote pas exactement de la même manière que vous, quoi. Bon. Donc la bonne nouvelle, c'est que ces questions-là d'écologie se sont déplacées dans le paysage politique et ont tendance à pénétrer les appareils, alors, avec des vitesses et des rythmes très différents. Aux États-Unis, c'est très marqué. Aux États-Unis, vous êtes républicain, vous êtes climato-sceptique et réciproquement, et démocrate, vous n'êtes pas climato-sceptique. En Europe et en France en particulier, c'est un peu plus nuancé, mais il y a quand même des tendances politiques. Alors, maintenant, comme je ne suis pas un spécialiste d'économie, de politique, plus exactement, de politique, je ne sais pas bien ce qui va se passer et quelle est la bonne solution. Est-ce que c'est Europe Écologie qui doit se décentrer pour incarner un électorat et être représentatif d'un électorat un peu consensuel, c'est ce qui est un peu je ne sais pas si c'est mon point de vue politique, parce que je le redis, je ne suis pas là pour en faire, pour être président de la Fondation Nicolas Hulot, donc je n'ai rien à dire là-dessus. Il y a un truc que je ressens, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a besoin des entreprises et on a besoin de l'énergie vitale des uns et des autres pour faire cette transformation. Ça ne sera pas autrement. Bon. Et donc, il faut avoir un discours et un positionnement, me semble-t-il, réconciliant, excusez-moi, l'économie et l'écologie, l'artisan, la TPE, et puis pas que les startups. Vous êtes des brillants start-upers demain matin. C'est pas que ça. Le sujet, c'est qu'il y a des millions d'entreprises en France qui créent un paquet d'emplois qu'il faut écouter, qu'il faut embarquer là-dedans. Et c'est plus important, de mon point de vue à moi, de leur faire comprendre que l'écologie, c'est leur nouvel horizon à ces gens-là, que de faire un club d'écologistes dans son entre-soi. Ça ne gagnera jamais, ça. Voilà. Bonsoir. Moi, si vous étiez à notre place, si vous aviez 20 ans et que vous deviez choisir un métier, qu'est-ce que vous feriez et vers quelle entreprise vous dirigeriez? Ouais. Alors, moi j'écouterais, comment il s'appelle cet appel là? Le manifeste étudiant pour un réveil écologique. Le manifeste étudiant, j'en ai fait la pub au GECO, je ne me rappelle pas le terme. Bon, j'écouterais ce manifeste et je me dirais, il ne faut pas répondre par oui blanc, Total, ou c'est moins bien que LVMH ou autre chose. Je dirais deux choses. Il y a oui, il y a des kits et des moyens de poser des questions intelligentes aux employeurs, profitez-en, quoi. C'est aussi simple que ça. Et deux, je ferai un truc quand même qui est de bien séparer les gens. C'est-à-dire que chacun de vous doit avoir des compétences et exercera des métiers. Et je pense que c'est pas demain la veille qu'on sortira d'un système économique dans lequel il y a des compétences un peu diverses et variées. Il y a des mecs qui font de la finance, qui sont des directeurs financiers, il y a des gars qui sont des dirigeants d'entreprise, il y a des gars qui sont des directeurs du personnel, des gars qui sont des industriels. Ça m'étonnerait que ça change si vite que ça, ce truc-là. Donc il y a des compétences métiers à acquérir. Donc de toute façon, ma première recommandation, c'est ayez des compétences métiers. Nous, on a vu arriver chez Carbone 4, mais on ne les a pas embauchés, des gens qui se disaient issus de formations très transversales au
développement durable, si derrière ces formations, ou avant ces formations, ou à l'intérieur de ces formations, il n'y a pas des compétences bien identifiées, nous, on a du mal, quoi. Donc numéro 1, je dirais ça. Et numéro 2, je dirais en revanche, ou simultanément, ou en même temps, si vous ne comprenez pas du tout le monde dans lequel vous évoluez, vous risquez d'être pas très résilient, quoi. Et donc, c'est vrai que j'aurais tendance à vous recommander de bien vous cultiver. Et bon, pour ceux qui sont là, ils se cultivent 2 minutes en écoutant, et moi je me cultive en vous écoutant. C'est vraiment important, ça, parce que le monde est vraiment en train de changer de manière radicale, et les attentes des employeurs vont aussi changer de manière radicale en fonction de ces changements, parce que tout le monde devra s'adapter. Voilà. Une question de... Bon, c'est bon. Il n'y a plus d'autres questions, donc tout le monde a envie de se lever. Bonjour. Bonsoir. Je voudrais revenir, donc vous avez clairement exprimé votre position sur la dictature écologique, sans partir dans un tel extrême. Est-ce que vous pensez que les acteurs, et en disant acteurs je pense entreprises, seront capables et disposés à passer la seconde tout seuls, ou ils auront besoin de contraintes quand même, réglementaires ou autres? Oui, non, mais alors là, évidemment. C'est-à-dire que moi j'ai un point de vue sur l'évolution du capitalisme qui est un point de vue qui maintient le public, le privé, qui a été un point de vue démocratique. Donc le public, c'est un secteur qui est dépendant d'élections et donc qui représente un point de vue qui n'est pas le même que le privé, ce pas les mêmes intérêts. Donc pour la faire simple et très, très claire, le secteur public il est supposé avoir un point de vue d'intérêt général et le privé moins. Et donc le secteur privé et l'économie de marché, il n'y a aucune raison que ça résolve tout seul comme d'un grand les défis qui sont là. Donc ça, il n'y a aucune raison. Et là aussi, je crois que c'est pas demain la veille qu'on arrivera à réformer suffisamment en profondeur le fameux capitalisme pour que tout d'un coup, chacun rase gratis et soit devienne vertueux. J'y crois pas un tiers de seconde. Donc évidemment que de mon point de vue à moi, il faut des régulations, il faut des interdictions, il faut des signaux prix. Alors je prends un exemple d'interdiction qui me fait marrer, mais c'est quand même typiquement ça. C'est vous interdisez à partir de 2030 l'usage de chaudières qui utilisent, ou la vente pour commencer, et puis après l'usage de chaudières qui utilisent des énergies fossiles. Vous dites à partir de 2035, 37, on se négocie sur le calendrier. Vous cessez d'autoriser les ventes de voitures thermiques. Bon, ça, c'est des signaux un peu forts. Je ne vois pas en quoi du tout ça a un rapport avec la dictature. Excusez-moi, mais c'est pas du tout dictatorial. Enfin, je veux dire, ça fait très longtemps que dans un système capitaliste pas du tout dictatorial, on interdit plein de trucs, quoi. Je veux dire, ça fait très longtemps qu'on a interdit l'amiante, qu'on a compris, on ne l'a pas interdit assez vite. Je veux dire, c'est pas faire acte de dictature de dire j'interdis un produit qui est manifestement cancérigène et extrêmement dangereux. Ne pas le faire, c'est le contraire. C'est jouer avec la vie des gens, ça ne me paraît pas très sérieux. Donc oui, il faut des régulations, oui, il faut des incitations. Dans le domaine de la finance, pour prendre un exemple très concret, moi je suis favorable, je pousse depuis des années à des systèmes qu'on appelle de bonus-malus, de besoins en fonds propres, de l'allocation des capitaux des acteurs bancaires. C'est de l'ordre de la régulation. Ça fait très longtemps que dans le système capitaliste financier le pur et dur, on a les accords de Bâle qui disent quel type de ratio doivent être suivis par les banques. Bon, c'est réglementaire, il y a même des centaines de pages de règlement. Rien de nouveau sous le soleil. Simplement, ce que je pense qu'il faut faire, c'est dans ces fameuses régulations, réglementations, incentives, fiscalité, il va falloir incorporer beaucoup plus et de manière beaucoup plus active les enjeux dont je parle ici. Pour que ça devienne acceptable socialement et que ça devienne acceptable par les entreprises, il faut deux choses. Il faut que le rapport de force entre les entreprises et la puissance publique évolue. C'est peut-être là où je suis un peu révolutionnaire quand même. Autrement dit, je pense qu'on a passé 40 ans à désarmer un peu l'État, à dire que l'intérêt général c'était une notion has-been, et à survaloriser, faire du fric et faire fortune, c'était très très bien. Bon. Donc je pense que là, il va falloir quand même dépasser un peu le curseur, culturellement, et qu'il y a une petite difficulté, là, il y a un petit cercle vicieux à casser. Vous savez, c'est ce qu'on appelle la capture du régulateur par la régulée. Il y a plein de bouquins qui s'écrivent là-dessus. Comme on a trop déplacé le curseur vers le pouvoir du privé, et qu'on a plein de mécanismes qu'on appelle de porte tournante. Vous avez des gens qui sont à Bercy, puis dans une banque, puis qui reviennent à Bercy. C'est un peu compliqué pour eux
d'avoir des postures un peu carrées. Roosevelt, au moment du New Deal, il a eu des postures un peu carrées. Il a séparé les banques en deux, il a désendetté les fermiers, enfin bon, il a fait quand même pas mal de trucs. Je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire, mais je dis juste qu'il a eu l'autorité de le faire. Alors c'est vrai que la crise sociale et économique des années 30 était juste un calvaire, donc il y avait une forte attente. J'espère qu'on ne va pas attendre le calvaire pour rendre légitime ce type d'action, mais c'est bien dans cette direction-là que je pense qu'il faut aller. Oui. Mais le Green New Deal, c'est ça que ça veut dire. Hein. Il y a juste un dernier mot, là je suis un peu bavard, mais moi je milite pour le Green New Deal. La Commission européenne en ce moment, c'est plutôt le Green Deal. M'inquiète un peu. C'est que le Green Deal, j'ai peur que ce soit juste un peu d'obligations vertes et 3 trucs pour. Puis un peu de BEI, basta. Non, il faut faire des trucs plus profonds, ouais, à mon avis. Et si je puis me permettre, pour rebondir sur les 2 dernières questions, sur le rapport entre transition écologique et entreprise, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur le site Pour un réveil écologique, qui est le nouveau nom du manifeste étudiant pour un réveil écologique. On a mis en ligne plein de ressources sur que faire dans une entreprise, enfin quel est notre rôle à jouer dans une entreprise par rapport à la transition écologique, quelles sont les questions à poser. Enfin, il y a plein de petites fiches et on a notamment créé une équipe sur la plateforme qui s'appelle HEC, si toutes ces questions vous intéressent. Ouais. Juste un commentaire là-dessus. Ne croyez pas que ce soit juste les jeunes engagés qui font ça, et puis là on vous oblige à venir ce soir, donc c'est la purge. Non, ne croyez pas ça. Je côtoie beaucoup d'entreprises actuellement. Les attentes des jeunes sont prises au sérieux par les dirigeants. Une entreprise, c'est pas des robots, hein, pour appeler un chat un chat. D'ailleurs, c'est en l'occurrence une des évidences absolues. Vous savez, une petite parenthèse, vous savez que certains d'entre vous croient de temps en temps dans leurs cauchemars ou leurs rêves les plus fous que quand ils seront très riches, ils échapperont à tout ce bordel parce qu'ils pourront se payer une clinique, le jet, plus l'armée d'esclaves qui leur permettra de résoudre le problème. Et si c'est à Miami, c'est la merde et qu'ils sont obligés de laisser leur villa, c'est pas très grave parce qu'ils en trouveront une en Suède qui ira bien. Enlevez-vous de ce genre de rêve de votre tête. Je dis que certains d'entre vous l'ont, ce rêve, parce que je connais des gens qui sont un peu plus âgés que vous, qui raisonnent comme ça et qui le disent en petit comité. En général, maintenant, ça se fait moins de le dire en public, parce que ça fait un tout petit peu désagréable et cynique, mais il en pense pas moins. Bon. Tout petit détail, c'est que ça ne marche pas du tout. D'une part, parce que les évolutions climatiques sont telles qu'il peut y avoir des trucs très bizarres qui se passent à des moments où vraiment on ne peut pas s'en rendre compte, et donc on ne peut pas acheter une villa dans tous les pays du monde, en gros. Et d'autre part, parce que justement, et très précisément, l'économie de demain n'est pas une économie qui se passera des hommes et des êtres humains. Donc on peut, comme on l'a toujours fait depuis 300 ans, mécaniser, automatiser, on peut mettre un peu plus de robots, mais enfin, in fine, même l'intelligence artificielle, il faut des codeurs, il faut des gens qui bossent. Et il se trouve que je ne crois pas un instant que les entreprises fonctionnent toutes seules, comme ça, sans vous. Bon. Donc, vous avez une responsabilité, parce que si vous avez des attentes et des exigences avant d'entrer, et que vous en avez pendant la vie avec vos collègues et vos employeurs, sachez que ce n'est pas du tout anecdotique pour les dirigeants. Donc, oui, c'est important, ça. Est-ce qu'il y a une autre question? Ici, là. Oui, après, c'est vous qui clôturez, parce qu'il y a... J'en profite à 2 petites Oui. questions. Comment vous vous situez par rapport à quelqu'un comme Yves Cochat, qui est quelqu'un qui doit être assez bien informé, vu ses responsabilités passées, qui fait aussi de la prospective, qui ressemble peut-être plus à de la prévision, et comment vous vous situez par rapport à lui? Et j'ai une deuxième petite question, ça a été évoqué en introduction, quelles sont vos recommandations, ou quelles seraient vos recommandations pour une institution comme HEC pour accompagner ce changement? Alors sur la première question, je pense que Yves Cochet, comme d'autres, hein, comme Pablo Servigne que je connais, alors il est un peu plus caricatural que Pablo, on a pas mal de discussions avec eux, donc on a sorti une tribune dans Le Monde cet été, qui était une réponse très directe à ce qu'a écrit Cochet. Donc si vous voulez savoir ce que je pense, j'ai écrit une tribune qui dit exactement ce que je pense, donc je ne vais pas me répéter. On a le droit, et moi je respecte les opinions des uns et des autres, donc on a le droit de considérer que c'est foutu, que le système va s'effondrer, mais on a le droit aussi de considérer que c'est pas tout à fait aussi simple que ça, que vous avez dit tout à l'heure, tu as dit tout à l'heure que je croyais à l'effondrement sans y croire, sans y croyant. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des pays qui sont en train de s'effondrer.
Évidemment, si vous regardez un peu gentiment une carte de l'Afrique, vous allez bien vous apercevoir qu'il y a tout un tas de pays qui sont en train de partir en quenouille et que c'est pas sans rapport avec la crise climatique. Vous savez tous très bien que la Syrie, c'est pas sans rapport avec des épisodes extrêmes qu'ils ont vécu pendant plusieurs années, mais c'est pas complètement déterminé par. C'est-à-dire que le déterminisme géographique, moi j'aime pas ça du tout. Il y a des pays qui sont résilients parce qu'ils ont justement une gouvernance qui n'est pas dictatoriale et qui fonctionne un peu mieux, etc. Donc on a le droit de penser que tout va partir en quenouille et que ces effondrements-là qui existent, qu'on constate, ils vont généraliser et que demain matin ça va bastonner dans tous les coins, mais on n'est pas obligé de le penser. Donc moi je pense pas ça, et très fondamentalement je pense autre chose, c'est-à-dire je pense que dans les dynamiques qui sont à mettre en œuvre pour éviter ces fameux effondrements, l'invention d'un imaginaire, parce que tout ça c'est de la prospective, donc c'est un peu d'imagination qui soit mobilisant, est un truc assez important. Donc c'est peut-être pour ça que vous me trouvez parfois un peu en posture, mais c'est pas ça, c'est que je considère vraiment qu'il y a une boucle de rétroaction positive entre le fait de croire au fait qu'on va pouvoir résoudre toute une série de problèmes et le fait de les résoudre. Et je pense qu'il y a une boucle de rétroaction négative qui consiste à considérer que si on croit à l'effondrement, il y a une bonne chance pour qu'on ne fasse rien contre. Voilà ce que je pense. Maintenant, concernant HEC, on a eu pas mal de discussions tout à l'heure. Moi, ce que je crois, c'est que vous êtes les uns et les autres, vous êtes des jeunes qui allez, si vous êtes là, parce que vous avez une certaine ambition, vous avez envie de faire des trucs, de ne pas vous ennuyer. Donc moi, ce que je recommande à HEC, c'est de faire en sorte que vous, tous les matins, quand vous vous réveillez, vous avez la pêche, vous avez envie d'agir, et que vous n'êtes pas en train de vous dire tous les matins que vous êtes en train de scier l'arbre sur lequel, la branche sur laquelle vous êtes planté. Donc, une fois que j'ai dit ça, qui est très global, je pense qu'effectivement, HEC, comme pas mal d'autres écoles, doivent faire évoluer extrêmement vite leur cursus pour que vous, quand vous vous retrouvez sur le marché du travail, vous avez une représentation assez complète des choses qui vont vous arriver. Et là, j'ai pris qu'un tout petit angle, qui est la question climatique. Mais vous avez plein d'autres défis à relever, donc je pense que c'est ça la responsabilité d'une école comme HEC. C'est aussi de fournir des armes. Et donc le job normal d'une entreprise, comme je parlais d'entreprise, d'une institution comme HEC, c'est aussi de continuer à former, éduquer à vos futurs métiers qui sont très variés, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, je crois qu'il faut qu'on arrête. Oui. Merci à tous d'être venus ce soir. Merci à vous, Alain Grandjean. J'espère que la conférence vous a plu. Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à contacter Esper, l'avatar c'est José Esper, à venir aux réunions Students for Sustainability et à rejoindre la plateforme pour un réveil écologique sous le nom d'HEC. Et un dernier remerciement au centre SNO qui a donc organisé cette conférence. Bon, et merci à tous et à toutes, et merci à Bénédicte de m'avoir fait venir. Allez, au revoir.